qu'on sait à quel point le burn-out professionnel nous impacte physiologiquement et psychologiquement, eh bien le burn-out parental, c'est pareil. Au début, voilà, on met toute son énergie, puis petit à petit, on s'épuise, on n'y arrive plus, on n'a plus de ressources, on commence à se sentir épuisé, même dormir ne nous recharge plus. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je reçois ce matin Isabelle Filiosa. Bonjour Isabelle, bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour à chacun et chacune. Auteure, conférencière et psychothérapeute, pionnière de la parentalité positive en France. Alors la dernière fois que vous êtes venue, je vous ai appelé la papesse de la parentalité positive. Et je suis pas le seul en fait. C'est clair. Je pensais avoir déposé quelque chose, et bien non, j'ai vu que le journal Le Monde et Libération vous appelez la papesse également. En tout cas, ça vous a valu l'opprobre des partisans d'une éducation dite à l'ancienne. Et oui, hélas, il y a des réactions. En fait, dès que quelque chose semble nouveau, eh bien, on vient en réaction. En fait, ce qui est vraiment le plus difficile, c'est que pour la plupart d'entre nous, on a été éduqués avec de la violence. On n'a pas appris à réguler nos émotions. On a baigné dans un monde de jeux de pouvoir, de punition. Et du coup, on croit que c'est comme ça qu'il faut faire. Et on le fait. Mais une fois qu'on l'a fait avec ses enfants, qu'on a crié, qu'on a puni, et c'est difficile d'entendre que peut-être ça peut être nocif pour le développement de l'enfant et que peut-être quelque chose d'autre pourrait être meilleur. Et donc, même si la science est phénoménale, ils ont fait énormément d'études et toutes les études vont vraiment dans le même sens, une parentalité positive, c'est quoi? C'est une parentalité chaleureuse, aimante, qui accueille, qui accompagne l'enfant. Ça n'a rien de grandiose, mais c'est juste effectivement être sans violence. Donc nos comportements d'adultes sans violence, de manière à ce que nos enfants aussi soient sans violence. Ça, c'est dur à réaliser quand tous les jours, finalement, on crie. Quand les études montrent qu'aujourd'hui, 82% des Français disent avoir commis une violence éducative sur leur enfant dans la semaine qui a précédé l'enquête. C'est quand même phénoménal, c'est énorme. Donc ça veut dire que c'est notre problème à tous, c'est notre question à tous. C'est pour ça que les gens ont du mal à entendre ? Je pense que c'est une des raisons qui fait que c'est un peu difficile. Après, ce sont quelques personnes qui ont du mal à entendre et qui peut-être font entendre dans les journaux, les magazines, etc. Mais en réalité, sur le terrain, la plupart des gens désirent vraiment profondément avoir des relations apaisées avec leurs enfants. Être heureux avec leurs enfants, tout simplement, quoi. Oui, mais alors, on va en parler pendant cette émission. On va parler de l'épuisement parental ce matin. Vous publiez Épuisement parental, le prévenir et s'en sortir chez Nathan. Vous le montrez. Montrez-le. Voilà, vous montrez comme ça pour ceux qui verront la vidéo. Voilà. Alors, on utilise également le terme de burn-out parental, même si le terme est de plus en plus utilisé. Le fameux DSM-5, qui est la Bible des diagnostics psychologiques, ne le reconnaît pas comme trouble. Non, parce que c'est pas véritablement un trouble réellement, c'est pas la dépression. Et donc, le burn-out, l'épuisement parental, c'est burn-out, ça veut dire j'ai brûlé toutes mes cartouches. Maintenant, c'est vrai qu'on sait à quel point le burn-out professionnel nous impacte physiologiquement et psychologiquement. Eh bien, le burn-out parental, c'est pareil. On commence au début, voilà, on met toute son énergie, puis petit à petit, on s'épuise, on n'y arrive plus, on n'a plus de ressources, on commence à se sentir épuisé. Et un des premiers symptômes, c'est que même dormir ne nous recharge plus. Et là où ça devient vraiment problématique, c'est que du coup, pour se protéger, on se distancie de nos enfants. Et on en arrive à se dire, elle est tombée un peu plus bas. Voilà, on n'arrive plus à avoir l'élan, l'amour. On fait les choses de manière automatique. Il n'y a plus d'empathie, comme on dit aujourd'hui. Exactement. On se coupe de l'empathie. Ce n'est pas du tout parce qu'on est une mauvaise mère ou un mauvais père. C'est juste parce que, simplement, c'est un signe de burn-out. C'est un signe qu'on a atteint un état d'épuisement. Et malheureusement, l'épuisement parental, aujourd'hui, il augmente. Ça existe. Ah oui, ça existe. Ça existe. Il y a peut-être des parents qui nous écoutent d'ailleurs, qui vont se reconnaître dans les profils qu'on a adressés ce matin, mais ça existe, c'est une réalité.
Oui, mais c'est quoi, dans notre la société, différence entre une fatigue? Parce que finalement, quand on est parent de jeunes enfants, on est fatigué, mais j'ai presque envie de dire que Philippe. c'est Et normal. oui, c'est normal. C'est normal. Et voilà. Ouais. On oublie trop que c'est normal, donc on croit que c'est pas normal, et du coup, comme on veut être parfait, on dit c'est pas normal que je sois fatiguée, donc ça veut dire que mon enfant dort pas assez, d'ailleurs ça veut dire que moi je suis une mauvaise mère parce que je sais pas faire dormir mon enfant, etc. Et du coup, on rentre dans tout un schéma de culpabilité qui n'aide évidemment pas. Donc il y a une réalité, oui, c'est fatigant. Ce qu'oublient nombre de Français aujourd'hui, c'est que parce que la parentalité c'est fatigant, c'est un truc qui se fait pas tout seul. C'est un truc qui se fait même pas juste à deux en couple. On n'est pas assez nombreux pour un tout petit bébé, on n'est pas assez nombreux. Et quand on est juste dans son appartement, isolé, eh bien, ça peut pas le faire. Et donc, c'est naturel et normal d'être fatigué. Et si on ne prend pas le soin de s'entourer d'un groupe, de s'entourer d'un village, de s'entourer de voisins, c'est un des d'amis, conseils que vous donnez dans votre livre, de s'entourer d'un village. c'est ça, c'est franchement la première chose. Vous mettez qui dans votre village? Des gens qui ont envie d'être là. Des gens qui ont envie de prendre soin de l'enfant. Ce peut être des grands-parents, ce peut être des beaux-parents, ce peut être aussi des voisins. Quand j'étais toute petite, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais une voisine au-dessus, l'étage au-dessus, a souri à ce petit bébé que j'étais, et du coup ils ont discuté, et globalement elle s'est engagée à me garder, et du coup elle me gardait gratuitement, juste pour le plaisir d'être avec un bébé. Et donc aujourd'hui c'est des choses qui se voient plus, qui se font plus, parce qu'on a perdu cette solidarité humaine. On a absolument besoin de rétablir de la solidarité, de la sororité, de la fraternité, de manière à pouvoir faire ensemble les choses, parce que éduquer un enfant, surtout dans la vie d'aujourd'hui, on travaille énormément, même si on est aux 35 heures, on n'a pas beaucoup de temps avec les enfants, et la vie est stressante. Donc oui, on a vraiment besoin d'être plus nombreux. Il faut donc un village. Vous parlez de vos parents à l'instant, mais souvent quand on compare avec les générations précédentes, que ce soit nos parents ou nos grands-parents, on dit mais attends, moi j'y arrive pas alors que ma mère et ma grand-mère, elles y sont arrivées. C'était quoi le secret? Alors déjà, première chose, c'était des warriors. Première chose, on croit qu'elles y sont arrivées, mais en fait, si on regarde un petit peu mieux, probablement, elles n'étaient pas toutes seules. Il y avait d'autres personnes autour. Il y avait une tante, il y avait une grand-mère, il y avait un réseau, en fait, qui était beaucoup plus présent. Les gens ne vivaient pas seuls dans des petits appartements loin de leur famille. Il y avait vraiment un entourage qui était davantage présent. Et il y avait moins ce perfectionnisme absolu, et donc cette tentation de tout maîtriser, de tout contrôler. On vivait les choses peut-être un petit peu plus facilement. Mais je pense que vraiment, il y a deux points vraiment plus importants. C'est d'une part l'Isolement aujourd'hui, et d'autre part, les enfants d'aujourd'hui, ils ne sont pas ceux d'hier. Et ça, on l'oublie. Ça, moi, je l'entends tout le temps. Alors là, je dis, mais c'est une réalité, mais les enfants, Philippe, c'est des enfants. Enfin, je veux dire, oui, ça reste des enfants. Qu'est-ce qui change? Une des premières choses qui change, c'est que à la naissance, un cerveau de bébé, à la naissance, il a 160 produits chimiques dans le cerveau qui ne devraient pas y être, dont un certain nombre sont hautement toxiques. Et donc, rien que ça, comment vous voulez qu'il se comporte normalement? Comment vous voulez qu'il dorme normalement? Comment vous voulez qu'il ne crie pas un peu plus que les autres? Son cerveau est en inflammation. Les enfants d'aujourd'hui ne se comportent pas comme les enfants d'il y a 30 ans? Non. Il faut un village, donc, pour élever un enfant. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des coachs parentaux? Eh bien, j'en forme. Est-ce que ça peut faire partie du village? Bien sûr, mais un coach parental, c'est pas forcément quelqu'un qui fait partie du village, c'est quelqu'un qui aide et qui va décoincer une situation, qui enseigne des ressources, qui va être là en coaching. Mais le coach, c'est quelqu'un qu'on paye pour un service. Ça n'est pas vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider au quotidien, qui est là pour faire la cuisine, qui est là pour faire la vaisselle, la lessive, et qui est là pour parler. Alors, bien sûr, il peut parler avec vous et vous soulager, mais on a trop tendance de nos jours à recourir à un psy, un coach, un médecin, une personne extérieure qu'on paye, alors parce
Parce que tout simplement, on n'a pas assez de tissu social autour de nous. On n'a pas assez d'amis, on n'a pas assez de voisins, on n'a pas de lien avec les gens autour de nous. C'est pour ça qu'avec la commission des 1000 premiers jours, on a créé cette idée de maison des 1000 jours. Et l'idée de la maison des 1000 jours, il y en a de plus en plus, il y en a une quarantaine en France maintenant, aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens, parce que juste après la naissance de l'enfant, ils se réunissent par groupe d'une dizaine de parents pendant 1 an, au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, mais au moins ils se connaissent, ils se rencontrent et du coup, ils tissent de la relation. Donc un coach parental, c'est génial pour décoincer une situation, mais ça n'est pas la ressource au quotidien. Alors vous écrivez dans votre livre que ce ne sont pas nos enfants qui nous épuisent, mais l'énergie que nous sommes contraints de déployer pour canaliser les fortes émotions qui nous submergent quand les traumatismes de notre enfance remontent à la surface. Pourtant, les enfants peuvent être épuisants. Oui, et alors, en fait, les enfants sont des enfants. Et ils sont épuisants parce qu'on cherche à contrôler. On voudrait qu'ils se comportent d'une certaine manière. Alors, vous expliquez dans votre livre que les enfants ne peuvent pas être sages comme des images. Parce que ce ne sont pas des images, ce sont des êtres vivants. Et les enfants sont des enfants. Et vous allez dans les pays du Nord, un enfant, c'est un enfant. Donc un enfant, il bouge, il crie, il saute, il fait du bruit et c'est naturel. Et si vous avez un Français qui est là, le Français va dire « Oh, cet enfant n'est pas sage !» Mais un Norvégien, il va dire « Ah, c'est un enfant !» Et donc ça fait toute une différence. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est pas sage. Si vous vous dites c'est un enfant, eh bien, c'est forcément c'est un enfant et ça vous épuise moins parce que vous ne cherchez pas à le contrôler. Vous acceptez la situation et vous regardez comment il est avec... ça éclaire votre visage. Bien sûr, sage, ça veut dire quoi? Dans notre tête, parce que les enfants ont une sage, c'est un enfant qui ne sagesse. Bouge pas et qui fait ce qu'on lui dit. Voilà, ça s'appelle une poupée. Une statue, mais ça n'est pas un enfant. Hier, j'étais dans le métro et il y a une petite fille de 5 ans à peu près. Il y a des sièges et entre les sièges, il y avait une barre. Quand vous avez 5 ans et que vous voyez une barre devant vous, eh bien, en psychologie, on appelle ça l'affordance de la barre. La barre, le cerveau de l'enfant, il ne peut pas réfléchir encore, il va directement, il voit une barre, il va grimper dessus. Je vois cette barre, ça signifie que je vais l'utiliser. Et donc, l'affordance de la barre pour l'enfant, c'est grimper. Et donc, c'est juste un comportement normal, naturel. Parce qu'elle veut faire du pole dance. Elle veut... La barre était horizontale, donc c'est c'était pas une encore... horizontale, non, parce que dans le métro, il y a les fameuses barres. Non, c'est pas... C'était sur le quai, entre les sièges. Ah oui, d'accord. Oui. Sur les quais, entre les sièges, il y Ah avait oui, une c'était barre pas dans la voiture du métro. Non, c'était pas dans la voiture. Ah oui, c'était sur la station. Donc, il y avait évidemment zéro danger, mais la mère, immédiatement, elle s'est mise à crier « Mais je t'ai dit que je n'aimais pas ça, je veux pas ça, descends là tout de suite, etc. » Évidemment, la petite fille est descendue, mais elle est tout de suite remontée, parce qu'elle peut pas faire autrement, c'est son cerveau qui la guide. Elle n'a pas encore, à son âge, les capacités d'inhibition qui lui permettent de dire « Ah !» Donc, au bout d'un moment, effectivement, elle a fini par se sentir... Voilà, elle était toute figée sur sa chaise, mais est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons? Elle était sage. Elle n'était pas sage, elle était soumise. Et donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Faire des enfants soumis, qui, évidemment, à un moment ou à un autre, soit ils vont rester soumis toute leur vie, soit ils vont se rebeller et peut-être devenir à risque d'être violents, parce que quand vous accumulez comme ça du stress, ça finit par exploser. Probablement, cette maman, c'est une mauvaise maman. C'est une maman, elle était inquiète, elle était toute seule avec ses 2 enfants, il fallait qu'elle gère les choses, donc elle paniquait un petit peu. Du coup, ça l'a débordée. Et il est extrêmement probable que cette maman-là, quand elle était petite, elle n'a absolument pas eu le droit de montrer sur les barres ou sur quoi que ce soit. Donc, on a vraiment tout un... Et ça l'épuise. C'est-à-dire que l'énergie qu'elle va mettre à vouloir dompter sa fille, ça l'épuise. Exactement, Philippe, c'est ce qui se passe. Voilà, on parle de l'épuisement parental ce matin avec Isabelle Fillosa. Je rappelle que vous publiez Épuisement parental, le prévenir sans sortir chez Nathan. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit épuisement parental, parce que vous parlez plutôt d'épuisement maternel, hein, puisque vous dites que finalement, ce sont les mères qui sont à ce jour et de loin les plus impactées, même si aujourd'hui, les pères de la nouvelle génération font de plus en plus de choses et mettent de plus en plus la main à la tâche. Tout à fait. C'est clairement épuisement maternel qui était mon titre, mais
Ah oui. Ah pardon, je suis désolé d'appuyer sur quelque chose. Mais non. Je suis désolé d'appuyer sur quelque chose. Je ne le savais pas. Et oui, mais c'est vrai. non, Mais vous l'avez du coup découvert et Je l'ai mesuré décodé dans dans le livre. parce que je c'est lis que- mon Isabelle Filiosa par cœur. Mais on parle d'épuisement maternel. Oui. On parle principalement d'épuisement maternel, même si quelques papas peuvent effectivement aussi être en burn-out. Ça existe, mais c'est quand même un phénomène aujourd'hui beaucoup plus marginal. Parce que aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont principalement toutes les charges. Alors, l'homme a une charge financière, mais souvent encore dans notre société. Mais la femme, aujourd'hui, participe aussi financièrement au foyer, mais elle a la charge émotionnelle, elle a la charge mentale. On parle beaucoup de cette charge Alors mentale. on parle beaucoup de la charge mentale, mais on parle pas beaucoup des autres charges qui Exactement. justement sont autour de cette charge mentale. Il y a un très beau graphique dans votre livre, un petit schéma pour l'expliquer. Quelles sont les autres charges qui pèsent sur les épaules des femmes ? Il y a la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qu'on ne mesure pas la plupart du temps. Et même les femmes elles-mêmes, elles trouvent ça tellement naturel. Donc bien sûr, la charge émotionnelle, c'est aller prendre soin des émotions des enfants. Ça, c'est logique. Nos enfants vivent des émotions. Mais c'est vrai que parfois, les papas sont un peu moins impliqués sur le plan émotionnel. Mais bon, ça encore, les émotions des enfants, les papas aussi, ils vont y consacrer un peu de temps. Mais les mamans davantage, mais les mamans, elles s'occupent aussi des émotions de leur conjoint, du papa, les émotions de leur famille. Elles prennent en charge aussi un peu tout ce qui concerne la zone émotionnelle, la zone affective. Et donc, c'est elle qui va penser ah, mais dis donc, tu n'as pas appelé tes parents. Donc, tu pourrais appeler tes parents. Donc, elle pense aux émotions de son conjoint, des parents de son conjoint, un peu de tout le monde. Et la femme est souvent vigilante aux émotions de tout un chacun. Et ça, mine de rien, c'est aussi vraiment une charge. Parfois, elles prennent en charge les parents du conjoint. Ce sont elles qui pensent principalement aux cadeaux à faire de naissance à leurs amis, mais aussi pour les enfants des amis de son mari, à la famille d'énergie. Donc, c'est vraiment toutes ces charges qu'on ne mesure pas du tout et qui font du poids. Oui, mais grâce à ça, on a cette phrase magique. Heureusement que je suis là pour t'y faire penser. Chérie. Heureusement que j'y pense pour toi. Et comme une quête de valorisation. Non, parce qu'effectivement, si on attend de la reconnaissance, c'est mort. Hein. Oui, malheureusement, oui. Mais en même temps, finalement, souvent, le partenaire va nous dire « mais je t'ai pas demandé ». Oui, c'est pour ça que je vous dis, si on attend de la reconnaissance, oui. C'est... Mais les femmes ne le font pas parce qu'elles attendent de la reconnaissance. Elles le font juste parce que c'est automatique. Elles le font parce qu'elles pensent que c'est de leur rôle, que c'est leur fonction, que c'est juste naturel. C'est comme ça que c'est depuis la nuit des temps. Elles sont étiquetées comme ayant davantage d'empathie et donc elles trouvent ça naturel d'utiliser leur empathie pour ça. Mais je le souligne, ce n'est qu'une étiquette. Les hommes aussi sont doués d'empathie. Et s'ils peuvent se donner la permission, s'ils apprenaient à être davantage au contact des émotions de leurs enfants, ils peuvent développer tout autant d'émotions. À vrai dire, entre hommes ou femmes, qui est le plus stressé ? Eh bien, les études montrent que les hommes sont 4 fois plus stressés que les femmes. Donc, finalement, nous, on croit toujours que ce sont les femmes qui stressent davantage, alors que non, les hommes aussi vivent beaucoup de stress. Mais c'est pas le même. Il y a 2 petits mots qui font la différence. Pas encore. C'est ça. Ça fait 2 mots. Hein. Là, comment on utilise le pas encore ? On utilise le pas encore pour cesser de se juger. Vous trichez. Alors, montrez-moi un exemple de pas encore. Eh bien, par exemple, je ne comprends pas les pleurs de mon bébé. Et donc, je ne comprends pas les pleurs de mon bébé, c'est extrêmement culpabilisant, ça veut dire je suis une mauvaise mère, etc. Et donc, on rajoute pas encore. Je ne comprends pas encore les pleurs de mon bébé. Et tout de suite, on respire. Pas encore, ça veut dire, je peux apprendre, je peux développer une compétence. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'y arrive pas. Et si je rajoute ce pas encore. Donc, c'est une petite astuce pour cesser de se flageller, cesser d'imaginer qu'on est nul, etc. Rien n'est définitif. On est parent. Parent, c'est apprendre toute sa vie. Au fur et à mesure, un enfant, il grandit, il évolue, et donc on a à se remettre en cause, à s'ajuster en permanence.
Pas encore. Pas encore. Voilà. Vous verrez, quand vous avez un doute, vous rajoutez pas encore, ça va tout de suite mieux. Donc, premier truc que vous donnez, alors vous proposez des défis à vos lecteurs, il y en a 10 défis pour restaurer leur facteur reconnu comme protecteur. Donc, le premier, c'est restaurer son estime personnelle en développant l'auto-compassion. Qu'est-ce que vous appelez l'auto-compassion ? Ce que nombre de gens appellent l'autocompassion dans tout ce milieu de la méditation, c'est venu un peu de là, la méditation, le développement personnel. L'autocompassion, c'est cette compassion envers soi-même. Il s'agit au lieu de se critiquer, de se juger, et finalement de s'enfermer dans une dynamique de mal-être, de jugement, de critique sur soi, eh bien, on va faire preuve d'autocompassion. On sait que la compassion est ce qui permet à quelqu'un de grandir. Vous éprouvez de la compassion pour quelqu'un, vous l'aidez, vous ne faites pas à sa place, mais vous l'aidez à se sentir mieux, vous l'aidez, vous partagez la souffrance. Et donc l'autocompassion, c'est finalement avoir cette attitude envers soi-même de gentillesse, de juste d'accueil, cette attitude qu'on aurait vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la même situation que nous finalement. Si c'était quelqu'un d'autre, un autre parent qu'on voyait galérer comme ça, on serait plein de compassion. On lui dirait « Ah ben oui, c'est dur, je comprends que ce soit vraiment compliqué pour toi, ton enfant est malade, tu dois courir ici, là, tu es toute seule. » On aurait cette compassion naturelle pour quelqu'un. Et donc, au lieu de se critiquer soi-même, eh bien, on change et on inverse le truc et on se donne la compassion que peut-être on ne reçoit pas suffisamment à l'extérieur. Alors, je ne voudrais pas que l'autocompassion remplace la compassion, parce que je suis une grande militante du vivre ensemble, de faire groupe, etc. Donc, c'est important de ne pas être seulement dans l'autocompassion. Ah, je dois tout faire toute seule. Même la compassion, je dois me la donner à moi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez le névrotisme ? Le névrotisme, c'est le terme scientifique pour dire qu'on n'arrive pas à réguler ses émotions, tout simplement. Oui. Donc, c'est un vilain mot, mais c'est le mot qui est utilisé par les scientifiques, et donc je l'ai nommé. En fait, c'est cette dynamique, c'est ce trait de caractère qui fait que on est soit hyper anxieux, soit hyper boule de colère, soit soupolette. En tout cas, on ne parvient pas à réguler nos émotions. Donc ça, c'est un défi que vous proposez également à vos lecteurs. Donc, réguler ses émotions. Et oui. J'ai envie de vous dire, plus facile à dire qu'à faire. Ah, mais c'est pour ça que j'écris des tas de livres, Philippe. Et oui, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué et qu'on n'a pas appris. Et que tant qu'on n'a pas appris, on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre des choses dans les livres pour avoir... Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah bon, la différence entre la colère et le dégoût, c'est ça. Ah bon, donc on comprend mieux déjà quand on lit des choses, quand on peut mettre des mots sur les choses. Et puis, c'est nécessaire de pratiquer. Et donc, dans tous mes livres, il y a plein d'astuces pour apprendre à réguler le stress et à nommer les émotions, à apprendre à se repérer un peu dans ce monde-là. À quoi cela nous sert-il finalement d'apprendre à réguler nos émotions en tant que parents ? En tant que parents, déjà, ça va nous aider à ne pas partir en épuisement. Ça va nous aider à pouvoir à vivre plus heureux avec nous-mêmes, déjà nous sentir plus tranquilles à l'intérieur, plus apaisés, à pas partir comme une bombe sur le moindre chose. Et du coup, comme nous, on est moins tendus, moins stressés, eh bien, nos cerveaux, on le sait aujourd'hui, ils communiquent. Et donc le cerveau du parent et le cerveau de l'enfant communiquent, se mettent sur les mêmes longueurs d'onde. Donc si moi je suis énervée, si j'arrive pas à réguler mon stress, eh bien mon enfant, il le perçoit. Même si je fais un sourire, l'enfant, il perçoit ce stress. Et du coup, il va agir, il va déborder, il va faire des choses qui vont m'énerver encore plus, et on rentre dans des boucles. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut faire semblant devant ses enfants ? Absolument jamais. Parce que là, il y a une étude qui a montré semblant d'aller bien. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Quand on stresse des parents en leur faisant lire des trucs absolument terrifiants juste avant, et ensuite on leur propose, donc soit on leur donne aucune consigne, et ils jouent avec leur enfant après, soit on leur donne la consigne de garder un sourire et de faire, de ne pas montrer ce qu'ils ont vécu à leur enfant. Eh bien, dans la situation où ils ne montrent pas, ils font un sourire, ils ne montrent pas ce qu'ils ont vécu à l'enfant, on voit, il ralentit son jeu,
il n'arrive plus, il est pas confortable en fait, et il sait pas exactement pourquoi. Donc on voit qu'il est totalement insécurisé. Il regarde son parent bizarrement et il joue moins. C'est surtout ce fait que l'enfant se met à jouer beaucoup moins qui montre que l'enfant est stressé. Donc non, on ne cache pas ses émotions. Par contre, on ne bascule pas non plus toutes ses émotions. Oui, les enfants ne sont pas des adultes, donc ils n'ont pas à prendre en charge vos émotions. C'est clair, ils n'ont jamais à prendre en charge. De toute façon, même les adultes n'ont pas à prendre en charge nos émotions. Chacun a à prendre en charge ses propres émotions, et c'est ça la régulation émotionnelle. C'est apprendre à prendre en charge ses propres émotions et à ne pas se montrer violent envers autrui, se montrer agressif envers autrui, parce que on ne sait pas gérer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Isabelle Filiosa, vous publiez Épuisement parental, le prévenir, s'en sortir chez Nathan. C'est un livre pratique, il y a des exercices, des schémas, des tableaux. Ouvrez votre livre à la caméra, parce que d'abord, ça se lit, c'est pour ceux qui aiment bien toutes les... violet. D'ailleurs, j'imagine que la couleur est importante pour la régulation des émotions. C'est une couleur qui apaise. Le vert surtout, il y a un peu de vert. Il y a un peu de vert, c'est ça, c'est le vert. Oui, et il suffit de regarder du vert pour être apaisé, c'est incroyable. En fait, le mieux, c'est quand même d'aller se promener dans la nature, se promener dans la campagne, mais il suffit, apparemment, selon les scientifiques, il suffit d'ouvrir un livre dans lequel on voit des belles fleurs vertes, etc., du vert ou n'importe quoi. C'est pour ça que vous corrigez avec un stylo de couleur verte ? Ça m'arrive, mais je corrige avec des stylos de toutes les couleurs, j'adore les couleurs. Voilà, et nous parlons de l'épuisement parental ce matin avec mon invitée Isabelle Filiosa. Épuisement parental, le prévenir, s'en sortir chez Nathan, c'est le titre du livre que vous publiez. 9% des parents occidentaux font un burn-out contre 5% seulement de parents ailleurs dans le monde. Et 30% des parents font un burn-out quand un enfant est atteint d'une maladie chronique. Et aussi des parents, des enfants, ce qu'on appelle hyperactifs aujourd'hui. Et alors eux, vous les entendez, ils disent « ils m'épuisent ». Et ça se voit. Et ils sont vraiment épuisés. Hein. Vous avez écrit un livre d'ailleurs sur, pareil, pas pareil, 10, TDAH, autisme. Ça, c'est dès 6 ans, pareil, pour expliquer les différences de fonctionnement du cerveau. Parce que ça part du cerveau. Mais c'est vrai que les parents d'un enfant qui est hyperactif, mais souvent sont complètement épuisés. Il m'épuise par ses questions, il ne tient pas en place. En fait, ce n'est pas l'enfant qui nous épuise, mais son comportement. C'est son TDAH qui nous épuise. Ouais. C'est important parce que sinon, l'enfant se sent mauvais. Ce n'est pas lui, c'est son trouble qui est épuisant. Et qu'il l'épuise lui aussi, surtout si on ne sait pas l'aider. Donc, de nos jours, on sait de plus en plus diagnostiquer, identifier, et les TDAH, donc les troubles de déficit d'attention et d'hyperactivité, donc ces enfants qui peinent à rester attentifs sur quelque chose. Alors, ils peuvent rester extrêmement attentifs sur quelque chose qui les passionne. Et c'est pour ça que du coup on se dit il fait exprès puisqu'il est attentif sur ce qui le passionne, mais il n'est pas attentif sur d'autres choses. Et on croit que du coup c'est de sa responsabilité, que c'est pas bien, qu'il devrait, etc. Mais non, c'est juste le fonctionnement du cerveau. Lorsque il est passionné par ce qui se passe, et bien dans son cerveau ça fonctionne, ça peut permettre de canaliser. S'il ne peut pas être attentif suffisamment, c'est simplement probablement parce que il y a trop de choses qui l'attirent de tous les côtés. Donc nous avons tous un cerveau différent. En fait, il n'y a pas deux personnes qui ont un cerveau identique et on a besoin de mesurer ça. Il y a bien sûr les enfants qui ont des troubles 10, donc dyspraxie, dysorthographie, 10 quelque chose, c'est-à-dire en dehors de la norme par rapport aux autres. Quelle signification vous donnez à 10, vous ? 10, c'est différent, en fait, tout simplement. Et donc, on est différent de la moyenne des autres. Et c'est une grande souffrance à l'école quand on attend de nous qu'on soit comme ci, comme ça, qu'on réussisse, qu'on puisse faire une dictée, etc. Et maintenant, on commence à mesurer que le trouble 10, c'est vraiment un trouble. Et c'est pas... un trouble. C'est vraiment une disposition différente du cerveau. Parce que... énormément de grands scientifiques, de grands chercheurs ou de grands penseurs, de gens qui ont changé l'humanité. Ce sont des gens qui
étaient dyslexiques ou dyspraxiques ou disent quelque chose. Ce sont des TDAH, des gens qui avaient des troubles de déficit d'attention et d'hyperactivité, parce qu'en fait, pour sortir du rang, pour oser, pour aller au-delà des mers, pour innover, voilà. Il faut être TDAH. Il faut avoir le cerveau qui va avec. Et ceux qui ne sont pas comme ça, ce sont des autistes. Ce sont des gens qui sont hyper focalisés, qui arrivent qui ont une intelligence hors norme et qui sont capables de repérer la moindre erreur dans quelque chose et qui ont une précision, une focalisation. Donc en fait, c'est ce qu'on a tenté de montrer dans ce livre Pareil pas pareil, que j'ai coécrit avec Fabienne Casalis, qui est une chercheuse qui cherche sur l'autisme justement. Et donc on a sur l'autisme et tous les troubles, c'est cette neurodiversité. Donc c'est pas des enfants qui ont un trouble, c'est tous nos cerveaux, c'est comme un arc-en-ciel de possibilités, et on a besoin de regarder les côtés positifs aussi. C'est une réalité qu'un TDAH, c'est épuisant. C'est épuisant pour les parents, c'est épuisant pour l'enfant, mais c'est d'autant plus épuisant qu'on ne le sait pas et qu'on ne comprend pas les vrais besoins. Oui, parce que si on lui demande de se comporter comme un autre enfant qui n'est pas hyperactif, eh bien, effectivement, on se gourre. C'est ça. Ça marche pas. C'est un livre très bien pour les enfants aussi, pour leur expliquer ce que c'est, parce que c'est un livre qui est vraiment à destination aussi à destination des enfants. L'objectif, c'est qu'ils arrivent, c'est ça, c'est pour qu'ils puissent se comprendre à l'école. Montrer comment ça fonctionne. Alors celui-là, il est bleu. Oui, c'est ça. Alors, je disais tout à l'heure que vous proposiez 10 défis à ceux qui vous lisent pour restaurer leur facteur reconnu comme protecteur de l'épuisement. 5, c'est arrêter le perfectionnisme. La perfection dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et c'est ça. In real life. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, ça existe. Et c'est ça notre souci. Donc le perfectionnisme parental, on en parle comme un facteur de burn-out parental. Et ce qu'on oublie, c'est que ce perfectionnisme, c'est pas spécifique aux parents. Ça n'est pas parce qu'il y aurait plus de pression aujourd'hui sur les parents par rapport à ça. C'est ce qu'on entend quand même. C'est ce qu'on entend. Alors on dit oui, les réseaux sociaux nous mettent plus la pression. Ah, ça c'est vrai. Mais cette pression, elle n'est pas spécifique à la parentalité. Elle est dans tous les domaines. Il y a une pression à cause des réseaux sur la perfection à tous les niveaux. Il faut être absolument parfait dans le maquillage, parfait dans son vêtement, parfait dans son job, parfait comme étudiant, parfait comme partout. Donc c'est devenu la maladie de notre époque, ce perfectionnisme. Donc c'est les réseaux sociaux. On a vraiment besoin de mesurer que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment cette tendance à montrer que tout est beau, tout est gentil, etc. et à dissimuler la réalité de la vie. Il y a toujours des filtres, enfin presque toujours des filtres. Alors vous parlez d'un perfectionnisme positif. Oui, parce qu'il existe aussi. C'est l'équivalent du perfectionnisme de l'éducation positive, le perfectionnisme positif. Ça veut dire quoi le perfectionnisme de l'éducation positive? D'abord, l'éducation positive, ça ne veut pas dire, en fait, le L est problématique. C'est une éducation positive, c'est-à-dire une éducation qui respecte les besoins des enfants. Mais alors, le perfectionnisme positif, qu'est-ce que c'est alors? Le perfectionnisme positif, c'est un perfectionnisme qui, en fait, c'est dans les scientifiques ont étudié qu'est-ce qui peut nous aider à nous libérer de ce perfectionnisme négatif. Alors on l'appelle aussi le perfectionnisme adaptatif. Voilà pour parce que justement, ça nous permet de nous adapter. Donc, le perfectionnisme négatif, c'est un perfectionnisme où on cherche à être parfait. Et juste pour son image, on se regarde et on veut être parfait. Et si on ne l'est pas, alors on est nul et on se dévalorise. Le perfectionnisme positif, on ne se dévalorise pas. Si on n'arrive pas, en fait, c'est pas non plus je me regarde, je veux être moi parfaite, mais c'est je veux faire le plus parfait que je peux telle et telle chose. C'est centré sur la tâche, centré sur l'objectif. Je vise une valeur. Je sais que dans ma vie, avec mes enfants, je veux atteindre tel objectif. Et du coup, si j'y arrive pas, eh bien c'est j'y suis pas encore arrivé et j'apprends de chaque erreur. Il y a un truc pour nous, c'est pas encore. Et voilà. Je suis pas encore parfaite. C'est ça. Mais en fait non, c'est pas je suis parfaite. C'est-à-dire vraiment ça, je suis parfaite ou je veux être parfaite, c'est du perfectionnisme négatif. Le perfectionnisme positif, c'est je veux faire. Je veux être parfaitement heureux, je veux que mes enfants soient parfaitement heureux, etc. Donc parfaitement est une illusion, bien sûr, mais on va tendre vers
améliorer les choses, on va se fixer des objectifs et on va oser se fixer des objectifs élevés et fixer aussi des objectifs pour nos enfants. Parce que une parentalité positive, c'est pas une parentalité où on laisse tout faire à l'enfant et puis on s'en fiche, on fait autre chose. C'est vraiment, on a des attentes envers l'enfant. Vos adversaires ont tendance à grossir le trait. Exactement. Et à dire, voilà, c'est la parentalité positive, c'est laisser tout faire aux enfants ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Franchement, Philippe, ils ne grossissent même pas un trait. Ils tressent d'autres traits qui n'ont rien à voir du tout. Ça n'existe tout simplement pas, cette idée de laisser faire ce qu'ils veulent. Et en fait, au contraire, on est bien plus vigilant à toutes sortes de choses. Et c'est vraiment, pour moi, une parentalité positive. C'est une parentalité zéro tolérance. On n'est pas dans une tolérance au comportement débordant. On va toujours chercher, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se dit? Et donc, on va chercher à aider, à accompagner l'enfant. Et vraiment, une parentalité positive est une parentalité où on a des attentes envers l'enfant et où on a de l'autorité. Et c'est souvent quelque chose qui est mal compris, cette question d'autorité. Parce qu'en France, on a tendance à confondre autorité et autoritarisme. Mais en réalité, à chaque fois qu'on punit un enfant, à chaque fois qu'on exerce de la force sur un enfant, on perd de l'autorité. Un parent stressé, par exemple, est un parent qui fera plus preuve d'autoritarisme. Exactement, forcément. Puisqu'il galère, il pédale, il est stressé, donc il a son cerveau sous stress, hein, et du coup, automatiquement, le cerveau de ces enfants va aussi être gagné par ce même stress. Et du coup, ils vont être un petit peu débordants, soit crier, pleurer, machin, être stressés, ou avoir des comportements agressifs. Et du coup, ça nous stresse. Voilà, on rentre dans ce truc, et du coup, on se dit, la seule chose pour arrêter ça, c'est de crier, c'est de punir, c'est de « va dans ta chambre !» Et du coup, voilà, on s'énerve. Ce n'est pas comme ça qu'on enseigne à nos enfants à réguler les émotions. Alors, parmi les défis que vous proposez à ceux qui vous lisent, c'est de faire de son enfant un allié. Bon, à quoi cela sert-il de faire de son enfant un allié et comment c'est quand même mieux qu'un ennemi, non? Pour qu'il coopère, on va dire coopérer. Un coopérant. En réalité, les enfants sont des humains. C'est un scoop, mais les enfants sont des humains et comme tous les humains, ils ont envie de participer. Ils ont envie de coopérer. Ils ont envie de rentrer dans la vie familiale et d'avoir un rôle, d'avoir un job, de faire comme les autres. Et le souci, c'est que nous, on fait à la place de l'enfant pendant très longtemps et tout d'un coup, on dit « Ah ben, tu devrais faire... » Et on lui demande de nous aider au lieu de lui demander d'avoir une tâche à lui, on le prive d'une certaine autonomie. Et donc, du coup, on rentre dans une dynamique où on donne des ordres pour que l'enfant enlève son... Je souris en même temps parce que hier soir, je dînais avec des amis et la petite fille de 6 ans voulait absolument débarrasser la table au restaurant. Donc, parce qu'elle est éduquée justement dans cette éducation positive. Elle débarrasse à la maison, donc c'est juste naturel de débarrasser. Et elle ne comprenait pas qu'on laissait tout sur la table et que là, au restaurant, ça ne se faisait pas. Donc, voilà. Enfin, moi, je connais quelques mères qui veulent faire leur lit à l'hôtel. Hein. C'est vrai aussi. Donc, parce qu'on laisse pas la chambre dans cet état-là, quand même. Mais oui, vous voyez comment on est formaté et qu'il y a toujours ce regard sur nous où on veut ne pas risquer quelque jugement que ce soit. Vous expliquez que les enfants sont des êtres d'extérieur et qu'ils sont souvent plus calmes à l'extérieur. Et oui, ça c'est une constatation. Et dès qu'on est à l'extérieur, surtout dans la nature, les sons s'en vont. Ils sont, voilà, vous criez dans la forêt, wow, le son s'évanouit assez rapidement. Donc, on peut crier et ça ne gêne pas les oreilles de qui que ce soit. Mais si là, je me mets à crier dans le studio, ça va nous revenir. Alors, on va voir, allez-y. Alors, allez-y, criez dans le studio, on va voir ce que ça... J'ai fait un petit cri court. Ah, c'était un gros cri, ça. Là, vous avez cassé les oreilles du réalisateur. Vous m'avez demandé. Et voilà, mais le problème, c'est que ça rebondit sur... ça casse les oreilles, ça rebondit sur les murs, ça revient dans le... Et lui encore plus, puisqu'il a le casque. Il a le casque, pardon. Donc, toutes mes excuses, je vais pas... Non, on va l'emmener chez
J'allais dire Gérard Leloup au 10K, il m'en fait un troisième, Morande. J'ai écouté voir. Voilà, mais n'empêche que c'est vraiment important de mesurer ça parce que les parents, on est souvent épuisés, ça fatigue les bruits incessants. Les enfants crient, les enfants parlent fort. Tous les enfants parlent fort. Et ils ont besoin de pouvoir parler fort, c'est naturel, c'est comme ça, ils apprennent à parler, ils apprennent à réguler petit à petit, seulement ils vont apprendre à moduler le son. Mais c'est juste, voilà, s'ils sont à l'intérieur, ça va être stressant pour les parents et c'est aussi stressant pour les enfants parce qu'ils parlent fort, mais hop, le son rebondit sur le mur, toc, ils ont sans arrêt ces sons sur les oreilles. Et en plus, à l'intérieur, rien ne bouge. Depuis que nous avons commencé l'émission, aucun micro, aucun écran, aucun meuble de cette pièce n'a bougé, Philippe. Donc, ma vision n'est pas stimulée. Ça ne bouge pas. Tu regardez. Vous avez vu sur la scène. Bon, il faut regarder entre les stores. Et la scène, elle est où? Elle est à l'extérieur. Et on voit les bateaux qui passent. Exactement. Elle est à l'extérieur et il y a un arbre à l'extérieur. Et donc ça nous aide un petit peu, mais ça nous montre combien on a besoin de l'extérieur. Et les enfants à l'extérieur, tout bouge en permanence. La nature, elle bouge en permanence. Et ça stimule nos sens. De nos jours, un enfant sur 5 a des problèmes sensoriels tels que ça abîme, ça altère son quotidien, ça l'empêche de vivre normalement. C'est énorme, un enfant sur 5. Et une des raisons, c'est trop élevé en intérieur. La suite est dans votre livre, Épuisement parental, le prévenir sans sortir chez Nathan. Montrez-le à la caméra, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez... et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la vidéo de la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci Isabelle Filiosa d'avoir été avec nous. Merci Philippe, à bientôt. Passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.